Nous sommes vendredi 10 novembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges au Favara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette 5e audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons un professionnel de la santé. Il s'agit du docteur Pascal Sanou. Il est médecin néphrologue, spécialiste en transplantation d'organes et il est également spécialisé en technique d'épuration extra-rénale, notamment en dialyse. Et avec lui, il sera question de la transplantation rénale qui sera bientôt une réalité au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président et merci de nous recevoir. C'est une audience du tribunal de l'actualité assez particulière. L'équipe de Twi TV et Watt FM, filiale du groupe Tam Tam Group Press, est en deuil et c'est sur une telle information que je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec l'audience des avant-propos. Juge Ofova, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Vous le disiez tout à l'heure, le groupe de presse Tam Tam Group Press est en deuil parce qu'on a perdu un de nos collègues et frères, Joseph Yao, qui est, pour beaucoup qui ne le savent pas aussi, membre de l'équipe du tribunal de l'actualité pour travailler avec nous chaque matin. C'est un monteur, cadreur, tous ceux qui voient juste quelques temps après le tribunal de l'actualité, la bande-annonce avec tous les propos chocs, juste 30, 40, 50 minutes après, qui sont rediffusés sur notre chaîne de télé. C'est bien lui qui est derrière, c'est-à-dire que pendant qu'on fait l'émission, il a son calepin, il est à côté, il note le temps de la punchline. Et après, il fait son travail comme il sait le faire assez bien. En tout cas, c'est dans la douleur et avec ces émotions-là qu'on pense à lui et à sa famille, évidemment, et reconnaître le grand travailleur qu'il a été et quelqu'un d'assez sérieux dans tout ce qu'il faisait. C'est la vie, comme on dit, et ce qu'on garde, c'est le meilleur. C'est vraiment... voilà, c'est ça. Juge Bernard Bougouma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Non, je pense que c'est dans la même veine. C'est présenter les condoléances à la famille et surtout paix à l'âme de M. Yao, qui effectivement nous a bien eu. Vous savez, hier, il n'est pas venu compte tenu de cette situation. Et hier, on n'a pas pu faire le tribunal de l'actualité. Bon, comme il n'allait pas être là pour monter, il dit bon, pourquoi vous allez le faire? Bon, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Bon, bref, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment l'homme de bande-annonce. Chaque matin, je le taquinais, EG, puisque vous êtes le président du tribunal. Moi, je l'appelais le secrétaire général du tribunal, donc EG. Et puis bon, voilà. Hier soir, la nuit, quand l'information est tombée, j'ai dit, mais je l'ai vu. On dit non, il n'était pas venu. J'ai dit non, bon, parce que je le taquine tellement que je n'ai même pas remarqué qu'hier, il n'était pas là. Donc, en tout cas, courage à sa famille biologique, et paix à son âme, et puis toutes mes condoléances encore à la famille. Parce qu'on est venu également une famille, donc à notre famille aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais comme avant-propos. Pensée spéciale à Yao. Pensée spéciale, vous le dites si bien, à Joseph Yao. C'est une information donnée il y a de cela 3 mois à l'issue d'un conseil des ministres avant le début du 2e semestre de 2024. La transplantation rénale devrait être enfin une réalité au pays des hommes intègres. Pour en parler, nous échangeons ce matin avec le docteur Pascal Sanou. Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, question de généralité, on entend par transplantation d'organes. Ma première question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par transplantation d'organes? D'accord, merci. Avant tout propos, j'aimerais vous adresser à vous, collègues de M. Yao, toutes mes condoléances, aussi à sa famille. C'est une nouvelle que j'apprends aussi ce matin en arrivant.
Je vous souhaite en tout cas toutes mes condoléances et on prie pour le repos de son âme. Et donc revenant au sujet, alors la transplantation d'organes, c'est comme le nom le dit, c'est le fait de prendre un organe chez un individu donné pour ensuite le greffer ou alors le faire vivre chez un autre individu qui, malade, a besoin de cet organe pour améliorer son état de santé, pour se porter mieux. Et donc la transplantation d'organes, elle porte sur plusieurs organes de nos jours. La plus fréquente et la plus utilisée actuellement, c'est la transplantation rénale, justement. Quand on voit les chiffres de la greffe, de la transplantation à travers le monde, vous avez par exemple aux États-Unis ou en France en 2021, où par exemple sur 5300 environ greffes d'organes, il y a eu près de 3000 qui portaient essentiellement sur le rein, mais bien d'autres organes comme le cœur, le foie peuvent aussi être transplantés. Voilà ce que je peux dire. D'accord, ok. Ça c'est juste pour faire une pédagogie. C'est vrai, au niveau du Burkina, est-ce que nous arrivons pour le moment à le faire? Est-ce qu'on peut le faire ici? Alors, la transplantation, quand on la prend dans sa globalité, même le fait de transfuser quelqu'un, de lui mettre du sang, c'est un peu un apport d'un organe. Le sang qu'on prend chez un malade, chez une personne bien portante, et qu'on le transfuse à quelqu'un, c'est aussi une sorte d'apport d'un organe qui vient d'une autre personne. Donc on pourrait dire que ça se fait. Mais en plus, en dehors de ça, la transplantation d'organes réels fait au Burkina, non, pas encore. Et c'est justement le combat que nous menons actuellement. C'est plus ou moins l'un des défis que le ministère de la Santé lance en ce moment, pour que dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous puissions très aisément développer cette science médicale-là ici chez nous, pouvoir transplanter des patients directement chez nous. Mais le problème, c'est quoi? Alors, je dirais, la transplantation, en fait, c'est une science, en fait, c'est une pratique qui nécessite pas mal d'organisation. La mise en place de structures scientifiques, d'éthique, qui sont très capitales pour pouvoir régir. Vous savez, quand on parle d'organes, c'est un domaine très, très rigide, très sévère. On ne peut pas permettre de prendre un organe chez n'importe qui, chez tout le monde, pour le mettre chez tout le monde. En fait, c'est un domaine médical, vu qu'un organe vivant est régi par un certain nombre de codes. C'est comme quand un médecin a affaire à un malade, le corps du malade, c'est un secret médical pour le médecin. Il doit le traiter avec tout le respect qu'on lui doit. Il doit lui apporter toute la considération qu'il faut. Donc la transplantation, c'est un peu ça. Ça commence déjà par un ancrage social, j'allais dire même anthropologique. Parce que les pays qui l'ont fait, ils sont passés par là d'abord. On explique d'abord à la population. Il faut que la population adhère même à cette idée qu'un organe vivant chez une personne en bonne santé peut être greffé chez une autre personne malade pour que cette personne aille mieux, pour lui apporter une meilleure santé. Donc du coup, ça nécessite pas mal de communication socio-anthropologique, la mise en place de certaines structures d'éthique, de déontologie et puis de régulation assez strictes pour pouvoir réaliser ce geste-là. Donc on n'a pas un problème de ressources humaines, mais ni technique, ou le plateau technique, le matériel, je veux dire. Mais c'est lié maintenant aux questions éthiques ou quoi? Puisque pour nous, on ne le fait pas pour deux raisons. Soit il n'y a pas la ressource humaine qualifiée pour le faire. Deuxièmement, soit on n'a pas le plateau technique. Alors, je pense que quand j'évoque les conditions de mise en place, ça nécessite tout cet arsenal-là, ces dispositifs d'organisation, mais aussi les ressources humaines. Et comme vous le dites, il y a toutes choses qu'on initie, il y a forcément des ressources humaines à spécialiser, à former. Je pense au jour d'aujourd'hui qu'en termes de ressources humaines, on en a
des personnes bien formées au Burkina ici qui peuvent mettre en place un système de transplantation. Ça nécessite aussi des formations complémentaires, ça nécessite des dispositifs médicaux complémentaires. Je prends juste un exemple. La transplantation nécessite par exemple des examens biologiques assez poussés. Et pour pouvoir commencer une transplantation dans un pays, ça c'est par exemple des dispositifs qu'il faut mettre en place. Des examens de biologie, sur l'immunologie, sur les typages HLA comme on le dit, ou le cross-match, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mieux transplanter un patient. Sinon, en ressources humaines, on en a quelques personnes et il y aura des formations complémentaires probablement à faire. Juge Fava, question de généralité ou de fond? Bon, on y va en même temps comme on y est. Il y a que c'était en août dernier, Conseil des ministres, je pense que c'est le 9, il y a 2 décrets qui sont annoncés qui concernent le ministère de la Santé. Et le premier, je pense, c'est la question je vais retrouver la question du don, du prélèvement, de la transplantation et de greffe. Et il faut dire qu'il y a des éléments qui sont cités, le rein, le cœur, la cornée. Et pourquoi par exemple ce type de précision-là? On s'est dit, bon, quand on va à la transplantation, pourquoi on ne va pas avec tous les organes possibles et qu'il faille peut-être d'abord rester avec un certain nombre. Ce n'est pas le ministère, vous n'êtes pas là au nom du ministère. Peut-être qu'il y a une explication scientifique à ça, je ne sais pas. Alors, bon, je vois comme je suis devant un tribunal et que je dois répondre à certaines questions. Ça, je pense qu'à priori, c'est le ministère de la Santé qui peut vous donner plein de précisions. Il ne faut pas que je me condamne, il ne faut pas que le président à la fin me condamne sur ce tribunal. Il n'y a pas d'explication technique à cela, c'est des choix, je veux dire. Oui, a priori, ce sont des choix, probablement, parce que le ministère de la Santé connaît les ressources humaines qui sont habilitées à pratiquer ce type de transplantation. A priori, c'est ce que j'ai pensé, moi aussi. Mais je pense que c'est plutôt le ministère de la Santé qui, sur ce tribunal, un jour peut mieux se défendre. Si, mais en fait, moi, j'en appelle à l'œil de l'expert que vous êtes en la matière. Pour nous, profanes, si on arrive à transplanter le cœur, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Absolument. Parce que c'est l'un des organes pour nous les plus complexes. Oui. Alors, je vous dis, la transplantation elle-même, en fait, quand vous êtes formé, quand vous faites le diplôme de transplantation, vous faites le diplôme de transplantation d'organes. C'est-à-dire, on vous enseigne comment faire en sorte que tout organe pris chez un individu sain et placé chez un individu malade puisse être accepté chez l'individu. Vous apprenez tous les organes. Je pense que dans le diplôme, on a appris la transplantation sur tous les organes quasiment. Et après, chacun de nous choisit une spécificité. Moi, je suis néphrologue à la base, donc je suis plutôt sur la transplantation rénale. Mais sinon, a priori, oui, on peut aller sur tous les organes. Mais pour le moment, pour l'instant, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a eu des choix spécifiques sur certains organes dans la mise en œuvre de ces décrets au Burkina. Et je me dis qu'il faut peut-être qu'on commence quelque part et qu'on va améliorer au fil des années, au fil de l'expérience. D'accord. J'ai dit qu'il y avait 2 décrets. Oui. Il y a un autre parce que quand on parle de transplantation, il y a d'autres enjeux, outre ceux purement techniques et scientifiques. Oui. C'est pour ça qu'il y a la mise en place d'un comité national de contrôle et d'éthique dans le cadre de la transplantation et des greffes d'organes. Dans d'autres pays où ça se fait déjà, on voit le débat. C'est-à-dire on ne se lève pas comme ça pour prendre un organe. Et même quelquefois, même quand vous êtes demandeur et qu'il y a quelqu'un qui est offreur, on veut même encadrer tout cela pour savoir s'il n'y a pas, comment ils appellent cela, des trafics d'organes. Parce que ça aussi, on parle de l'homme, on parle de l'humain, donc il y a des lignes qu'on ne veut pas dépasser. Ici aussi, il faut être prudent. Oui. Absolument. Et je pense que ces comités-là, en fait, il y a certains pays qui ont commencé la transplantation. Je vous dis par exemple, en France par exemple, il y a l'Agence nationale de régulation de la biomédecine qui couvre toutes ces questions de transplantation. Mais dans certains pays, vous avez par exemple des comités nationaux d'approbation qui sont composés d'anciens, de personnes qui ne sont pas forcément de la santé, mais qui ont au cours de leur vie montré une certaine éthique, une certaine droiture dans ce qu'ils font et tout. Et ces comités-là décident de la validité
d'un patient à être greffé ou pas. Et donc, tant que ce comité, par exemple, dans certains pays, ne donne pas son approbation, ne peut pas être greffé. Okay. En fait, c'est chaque pays, selon son histoire, selon sa culture, met en place des structures qui vont régir un peu cette greffe-là, cette transplantation. Et comme je le disais, en fait, le problème n'est pas de commencer la transplantation. Le problème, c'est justement de l'encadrer, de mettre en place des structures rigoureuses qui, au fil des années, vont arriver à maîtriser, à contrôler un peu ce flux-là. Parce que, vous l'avez dit, il y a le risque que le trafic d'organes se développe autour d'un projet de greffe. Donc, c'est très important que tant les professionnels de la santé que même les personnes aux ressources, un comité soit mis en place pour réguler tout ça. Et je pense que ce sera probablement les étapes par lesquelles nous allons devoir passer pour pouvoir, avant même de commencer toute transplantation au Burkina ici. D'accord. Alors, docteur, on parle de transplantation rénale. Déjà en termes de pédagogie aussi, c'est quoi une maladie rénale? Alors, le rein, moi avant de parler de maladie rénale, j'aime toujours parler du rein. Vous savez, le rein, c'est normalement, chacun de nous a 2 reins. Et les 2 reins sont situés pas dans la colonne vertébrale comme certains le disent. Donc quand ils ont mal un peu à la colonne vertébrale, les os, ils disent qu'on a mal au rein. C'est 2 organes qui sont situés à l'intérieur de l'abdomen, un peu en bas du foie, à gauche et à droite. Donc ils ne sont pas situés sur la colonne, mais un peu de façon latérale. Et ces reins-là jouent 3 fonctions essentielles. Enlever l'excès d'eau dans notre corps, puisque tout ce que nous consommons au quotidien, c'est de l'eau, en majorité. Enlever les déchets, donc épurer, enlever les déchets de notre organisme. Je dis ça parce que chaque fois que vous êtes endormi ou réveillé, votre organisme, notre organisme produit de l'énergie et les résultats de cette énergie-là, c'est des déchets. Et ces déchets doivent être évacués de notre sang. Sinon, s'il reste, il y a un problème. Donc, enlever les déchets. Et 3e fonction, c'est équilibrer notre organisme sur beaucoup de points de vue. Sur le plan hormonal, la pression artérielle et tout. Donc, chaque fois que le rein n'arrive pas à assurer ces 3 fonctions essentielles, on parle d'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, justement, c'est une maladie qui de plus en plus est fréquente chez nous, malheureusement, et qui normalement devrait être les causes principales classiques dans le monde. Ça devrait être l'hypertension artérielle, le diabète, donc les personnes de plus de 60 ans ou plus qui sont hypertendues, diabétiques ou qui ont d'autres maladies auto-immunes connues ou alors qui sont drépanocytaires par exemple, qui devraient donc au fil des années développer des insuffisances rénales et tout. Par contre, là on parle d'insuffisance rénale chronique. Mais chez nous, malheureusement, les causes sont très diversifiées. D'abord, la population est jeune, ceux qui ont une insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale a des causes diverses. Elle peut être due à des infections, à l'automédication, le retard de la consultation, le retard avant la consultation et l'utilisation de certains produits non recommandés, surtout dans notre contexte, et surtout le non-suivi de certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle. Donc, chaque fois que le rein est défaillant, du fait de ces maladies-là, n'arrive pas à assurer ses fonctions essentielles. Donc, on parle d'insuffisance rénale, donc de maladie rénale. Oui, juge Bougman. Oui, mais ici la tendance elle est en train de croître, l'insuffisance au niveau des jeunes. Comme vous l'avez dit, ailleurs c'est vraiment des personnes âgées, mais ici il y a beaucoup de jeunes qui prennent ça. Les facteurs, vous avez dit, c'est diversifié. Maintenant, comme vous êtes dans le domaine, ça peut être quoi exactement? Parce que ça commence même à être inquiétant vu l'âge moyen des personnes touchées. Alors, ce qui justifie qu'on ait des personnes jeunes qui ont une insuffisance rénale chez nous, je pense que les facteurs sont très diversifiés, mais ils sont un peu plus différents de ce qu'on voit chez nous. Vous avez par exemple une maladie comme l'hypertension artérielle, qui n'atteignait avant que les personnes âgées au-delà de 45 voire 50 ans. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui sont hypertendus même à 30 ans déjà. Les facteurs, moi je n'ai pas une étude scientifique menée exacte, mais nous on pense que c'est par exemple l'utilisation de certains produits frélatés
par exemple, c'est la cigarette, par exemple, et tous les stupéfiants, c'est l'alcool et tous les alcools frélatés, mais c'est aussi le fait d'utiliser des médicaments non recommandés. Vous avez par exemple un médicament qu'on appelle le diclofénac ou bien le tramadol, qui est beaucoup utilisé par les jeunes, mais de façon excessive. Il faut savoir que quand vous utilisez des médicaments de façon excessive, les conséquences s'installent sur votre organisme sur le long terme, notamment sur les vaisseaux. On pense que les jeunes font plus d'hypertension parce qu'ils utilisent des produits qui ne sont pas homologués et ils les utilisent dans des conditions qui ne sont pas indiquées. Vous avez aussi les infections. Chez nous, par exemple, je prends l'exemple des femmes enceintes. Une femme enceinte qui accouche, qui fait par exemple une hypertension pendant sa grossesse et qui n'est pas suivie ou qui fait une anémie sévère, elle perd beaucoup de sang et qui, après l'accouchement, va à la maison et qu'elle n'est pas suivie. Et généralement, on les revoit 1 an après ou 6 mois après avec une insuffisance rénale qui peut-être depuis le début, si elle était bien suivie depuis l'accouchement, on aurait pu suivre cette insuffisance rénale, éviter qu'elle progresse, elle arrive à un stade assez avancé, un stade terminal. Donc on a beaucoup de femmes comme ça qui accouchent et qui sont plus vues. Et classiquement, on les revoit 1 an après ou 2 ans après au stade terminal de l'insuffisance rénale. Et quand vous lui posez la question, c'est vraiment dommage. Elle vous dit, effectivement, lors de ma dernière grossesse, mon dernier enfant, il a 1 an, et j'avais une hypertension artérielle, j'avais perdu beaucoup de sang, mais bon, quand l'enfant est né, tout allait bien, je n'ai plus de médicaments. Donc là, par exemple, retard de prise en charge ou non suivi. Vous avez, par exemple, les enfants qui font des paludismes graves et qui font des complications associées comme une insuffisance rénale aiguë. Imaginez un enfant qui fait des épisodes de paludisme grave chaque année. Vous savez, la population des cellules dans les reins, on les appelle les néphrons. Les néphrons, c'est une population de cellules qui est limitée. Chaque épisode que vous faites d'insuffisance rénale aiguë, vous prenez le risque, je dis bien, vous prenez le risque de diminuer le nombre de cellules qui sont contenues dans vos reins. Donc, imaginez un enfant qui commence à en faire depuis l'âge de 2 ans, fait chaque année des insuffisances rénales aiguës dans un contexte d'un paludisme grave ou d'une infection respiratoire. Il peut effectivement être exposé plus tard à développer une insuffisance rénale chronique sur le long terme, par exemple. Quand on parle de l'insuffisance rénale, pour un pays comme le Burkina qui a cette réalité où la majorité de ceux qui en souffrent aujourd'hui, ce sont des jeunes, on a l'option de la dialyse, on parle pour 2024 de transplantation rénale. Où est-ce qu'il faut mettre l'accent selon le spécialiste que vous êtes? Alors, vous parlez de la dialyse et de la transplantation. Alors, je pense que le plus souvent, pour même être bien transplanté, il faut être bien dialysé, parfois. Donc, il nous arrive souvent de sauter la dialyse pour transplanter certains patients. Là, on parle de transplantation préemptive, donc on les transplante avant même qu'ils soient en dialyse. Mais pour parler de transplantation, il faut avoir un bon système de dialyse. Mais malheureusement, la dialyse, c'est très limité au Burkina. Vous avez par exemple 3 villes seulement au Burkina qui ont la dialyse. Et la technique de dialyse que nous utilisons ici, c'est seulement l'hémodialyse. C'est-à-dire la dialyse, la filtration par le sang. Alors qu'il existe d'autres techniques de dialyse. Il existe la dialyse péritonéale, qui est une autre technique qui consiste à épurer les déchets du malade à travers l'abdomen, les liquides qui est contenu dans l'abdomen au niveau du péritoine. Donc nous, pour l'instant au Burkina, on n'utilise que l'hémodialyse. Et en fait, c'est limité. Il n'y a que 3 villes qui font la dialyse, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Waiguia. Et le nombre de machines est également limité. Vous prenez un centre de dialyse, si vous avez 3 machines, ça veut dire que si vous faites 3 sessions de dialyse par jour, ça veut dire que vous pouvez prendre 3 personnes 3 fois par jour uniquement. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Donc si vous avez les 3 machines, vous faites 3 fois 3, vous avez 9 personnes par jour. Et nos centres sont effectivement limités. Ça aussi a un coût et l'accessibilité n'est pas donnée à tout le monde. Et pour faire le comparatif, vous avez aujourd'hui au Burkina quasiment tous les centres qui ont des listes d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des malades qui ont besoin d'être dialysés, mais qui n'ont pas de possibilité parce qu'il n'y a pas de machine. Donc du coup, ils sont en liste d'attente et tout le monde sait quand vous avez une insuffisance rénale chronique au stade terminal, disons, si vous êtes en liste d'attente, l'option est unique.
maintenant il y a 2 options. Soit vous faites transplanter, ce qui est très bien, soit vous mourrez, malheureusement. Donc, quand on pense à toutes ces personnes qui sont sur les listes d'attente, quand on pense que la dialyse reste encore inaccessible à quelqu'un qui vit à Fadagounbouma, à quelqu'un qui vit à Gawa, à celui qui vit à Bitou ou à Dédougou, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ces niveaux également. Mais qu'à cela ne tienne, personnellement, je pense qu'en même temps qu'on développe la dialyse, je suis pour le fait qu'on devrait développer la transplantation, qui est l'issue autre de la dialyse. Quand vous êtes en dialyse à vie. Alors que quand vous êtes greffé, vous sortez de la dialyse. Donc chaque fois qu'une seule personne est greffée et transplantée, ça fait une place de dialyse qui se libère pour quelqu'un d'autre, au lieu que l'option de quitter la dialyse soit seulement la mort. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont dialysés, on ne peut pas remettre de nouveaux dialysés s'il n'y a pas un qui bouge. Oui, malheureusement, si les centres sont pleins, ce qui est le cas actuellement, en tout cas pour le centre où je travaille au CHU de Bobo-Dioulasso, où on n'a pas de possibilité chaque fois de recruter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte de la dialyse pour qu'on recrute de nouvelles personnes, malheureusement. Et les voies de sortie, c'est ce que j'ai dit. Malheureusement, il faut quelqu'un qui... c'est lorsque quelqu'un meurt qu'on prend de nouveaux patients. Ou alors, lorsque certains arrivent à se faire transplanter, ce qui est très rare chez nous. Ça veut dire tout simplement que, quand on parle de recrutement, bon, on emploie des termes pour quelquefois ne pas dire ce qui peut choquer. C'est-à-dire que vous avez une liste de personnes, puisque les machines sont limitées, que vous traitez. Quand vous prenez le cas de Bobo, c'est combien? Alors, je pense que dans le service de Bobo, sans donner les chiffres qui doivent être donnés forcément par les autorités, je pense qu'on est autour de 400 à 450 personnes en liste d'attente. Autour de ça, peut-être plus. En liste d'attente. En liste d'attente. Alors que maintenant, combien sont traités? Parce que c'est 4 heures de traitement à chaque fois qu'ils viennent. La capacité de Voilà. Oui, le centre de Bobo, je pense qu'on est autour de 120 patients en file active. En clair, c'est-à-dire que vous avez 100... alignés sur les machines qui sont là. 120. Je pense que ces questions-là sont plus des questions techniques, administratives pour les responsables. Si. Moi, j'aime une expression un peu autonome, libre, de parler d'une maladie sans forcément dire comment... Ce que je veux dire, en fait, c'est... Oui. Non, parce que quelquefois aussi, nous, on aborde des sujets, mais des fois, l'enjeu qui est derrière là, on ne le perçoit pas comme ça. Oui. Parce qu'il y a 120 personnes qui sont sur une liste, qui ont accès à des machines que vous ne pouvez pas, on ne peut pas décaler, parce que eux, si vous les décalez, ça veut dire que c'est la mort. Exactement. Et il y en a 500 un peu qui attendent sur une liste, sachant que tant que quelqu'un n'est pas transplanté ou n'est pas décédé, eux ne peuvent pas avoir de traitement. Et là, on parle de, comment on appelle ça, d'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire phase terminale. Oui. S'il n'a pas accès à la machine, c'est la mort. Besoin de dialyse. Moi, je vous dis, par exemple, moi, c'est mon cri de cœur que je fais. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis que cette maladie, elle mérite plus de considération. Elle mérite qu'on en parle plus. Elle mérite peut-être qu'on réserve plus de moyens pour la prise en charge de cette maladie. Ce que les gens nous reprochent souvent, ils nous disent qu'on parle très peu de nos problèmes dans les hôpitaux. Donc, peut-être que je fais partie de ceux-là qui refusent ce silence-là pour en parler. Vous voyez, vous avez par exemple, quasiment tous les jours, je ne peux pas dire dans tous les services de néphrologie du Burkina, puisque je ne vais pas parler au nom de tous les collègues, mais dans le service où je travaille, vous avez quasiment tous les jours, en hospitalisation, 1 ou 2 patients qui ont besoin de la dialyse et qui sont au stade terminal de l'insuffisance rénale. Je suis modéré en disant 1 ou 2. Sinon, il y a des jours, vous en avez peut-être 3 ou 4 ou 5 qui ont besoin de place pour entrer en dialyse. Et vous allez regarder la famille de ces personnes-là, parfois dans les yeux, pour leur dire que vous ne pouvez pas le prendre en dialyse parce qu'il n'y a pas de place. Et ça équivaut au fait que cette personne va arrêter de vivre. Vous savez, je le dis souvent, nous, personnellement, on est trop jeunes pour supporter le poids de tout ça. C'est pour ça que, premièrement, en parler, ça fait partie de la première issue possible pour trouver une solution. Et deuxièmement, partager l'information sur la maladie elle-même. C'est sûr. Sinon, au quotidien, vous avez des gens sur la liste d'attente qui vous reviennent en hospitalisation parce qu'ils ne tolèrent plus leur insuffisance rénale qui est au stade terminal. Ils ont besoin de dialyse.
vous allez leur dire, par exemple, si c'est un patient suivi par vous, vous allez lui expliquer qu'en fait, je dois vous amener faire de la dialyse, mais il n'y a pas de place. Ça, c'est les insuffisances rénales qui sont chroniques au stade terminal. Et ça, quand vous vivez ça dans la semaine, vous devez être mentalement fort pour revenir l'autre semaine pour continuer. Et ça, c'est le quotidien de tout néphrologue, probablement, en tout cas dans notre service au Burkina ici. Et ça, c'est difficile à vivre. C'est pour ça que le cri de cœur, c'est de faire en sorte que le patient qui est à Dédougou, qui est à Fada, puisse avoir les mêmes chances que celui qui est à Ouaga. Donc, c'est pour ça qu'on peut développer des centres de dialyse et développer la greffe. Une greffe de rein, ça coupe combien, gros? Je me dis que quand c'est pas possible ici, il y a beaucoup qui vont ailleurs, ceux qui ont un peu plus de moyens. Oui, il y a quelques patients qui arrivent à partir à se faire greffer dans des centres. Personnellement, je travaille avec des équipes où certains patients qui arrivent à honorer les frais, malheureusement tout est à leurs frais, arrivent à aller se faire greffer. C'est difficile de parler du coût de la greffe. Par contre, ce que je dis, et ça j'aime le dire de façon officielle, c'est que la greffe rénale, la transplantation rénale coûte 10 fois moins cher que la dialyse après une année de vie. Et ça, entre faire la dialyse, parce que quand vous entrez en dialyse au Burkina, vous payez une caution de 500 000 dans le public et puis vous avez une place. Mais vous avez une contrainte d'aller à l'hôpital 2 fois par semaine ou plus. Vous avez parfois pas mal de comorbidités, de maladies qui s'associent. Alors que quand vous êtes greffé, vous reprenez votre activité, vous avez juste des médicaments à prendre au quotidien et vous avez bien évidemment votre santé qui s'améliore. Donc entre un état de santé qui s'améliore, quelle qu'en soit la durée pour moi, c'est 10 fois meilleur que celui qui est comorbide au quotidien en dialyse. Parler du coût de la dialyse, c'est un peu difficile parce que ça dépend du tableau clinique du malade. Qu'est-ce qu'il a comme complication? Ça dépend du donneur aussi, celui qui donne l'organe. Avant, on parlait de dons compatibles, c'est-à-dire vous devez être du même groupe et tout. Ça, c'est des notions assez très anciennes maintenant. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de centres qui font le don incompatible. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être du même groupe sanguin. On a trouvé des stratégies, des médicaments, des techniques d'immunisation pour pouvoir faire des transplantations incompatibles. Ça, c'est possible. Maintenant, le coût dépend vraiment de chaque malade, de chaque tableau clinique. Vraiment. Alors, docteur Sanou, c'est une maladie qui fait extrêmement peur, surtout dans le contexte où on est. On parle d'une épidémie de dengue ces derniers mois, dont un peu la répercussion serait sur les reins. Comment est-ce que cela s'explique-t-il de l'œil du spécialiste que vous êtes? Alors, Monsieur le Président, quand vous dites ça fait peur, franchement, moi aussi, c'est une maladie qui me fait peur. Mais en fait, le problème de l'insuffisance rénale, c'est que il nous faut développer plus de stratégies sur cette maladie. C'est une maladie qui est autant bien connue, maîtrisée que toute autre maladie. Mais la problématique, c'est que c'est l'issue de prise en charge. Si on avait des centres de dialyse partout, peut-être que ça allait être une maladie qui allait être prise comme toute autre maladie. Si on avait des spécialistes partout, si on avait autant de moyens, et ça, dans un pays comme le nôtre, c'est pas évident. Peut-être que c'est une maladie qui allait être considérée comme les autres. Mais aujourd'hui, le drame fait que, n'ayant pas d'issue, de possibilité de prise en charge, effectivement, c'est une maladie qui fait peur. Et vous avez certaines maladies, comme vous l'avez dit, certaines épidémies comme la dengue, la Covid-19, qui entraînent elles-mêmes des insuffisances rénales. Et là, dans ces cas, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Là, ce n'est pas un malade pour lequel il faut trouver une place en dialyse, non. C'est un malade qu'il faut dialyser pour aider le rein à récupérer du fait de la maladie qu'il a. La dengue, par exemple, qui est l'actualité. Il y a beaucoup de cas de dengue dans les formes compliquées qui développent des insuffisances rénales aiguës. Donc, on arrive très souvent dans les services de néphrologie à les prendre en charge. Et beaucoup d'entre eux, la majorité, ont besoin parfois de séances de dialyse. En général, c'est des malades, quand vous les faites 4-5 séances de dialyse, le rein finit par récupérer. Le marqueur de fonctionnement du rein, qui est la créatinémie, finit par régresser. Sinon, ils arrivent le plus souvent en insuffisance rénale aiguë, complètement sans urine, ou ceux qui ont des urines, c'est très foncé, ou il n'y en a même pas parfois, avec d'autres complications associées comme les saignements,
comme les problèmes hépatiques et tout, mais ces malades sont prioritaires dans tous les centres et on prend la priorité sur ces malades, on les dialyse 2, 3, parfois 5, parfois il y en a qu'on dialyse pendant 1 mois et ils récupèrent. Et ces malades-là, bon, ils sont prioritaires quand même quand il faut une insuffisance rénale. Oui, ça veut dire qu'il y a une forme hémorragique de la dengue qui peut donner comme on appelle ces complications-là. Mais maintenant, on parle aussi d'automédication qui pourrait être à l'origine. Est-ce que c'est vrai? Oui, en fait, là, je parlais des insuffisances rénales au cours de la dengue. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que les gens développent des insuffisances rénales, comme les hémorragies et tout? En fait, la dengue, premièrement, c'est une maladie qu'on n'a pas encore fini de connaître. En médecine, nous, on parle de physiopathologie. On n'a pas encore fini de creuser cette maladie-là. On pense qu'il y a probablement un aspect qui atteint notre système immunitaire, qui fait que les complications vont très vite. On pense aussi, et ça c'est quand même connu, qu'il y a des sérotypes du virus qui sont plus sévères que d'autres. Ça quand même, cette information est plus ou moins connue. Ceux qui font des formes sévères de dengue, c'est associé au sérotype 2 ou 3, le plus souvent. Mais là, le développement même de la maladie dans notre organisme est très peu connu. Alors, dans un contexte comme ça, chez nous, vous avez des malades, le plus souvent, comme on dit, c'est une maladie qui n'a pas de médicaments, donc les gens essaient. Aujourd'hui, l'automédication est probablement l'une des causes d'aggravation de la dengue. Les gens essaient tout. Ils essaient des feuilles de papaye, ils essaient des feuilles de citron, ils essaient d'autres médicaments. Et ces médicaments-là, cette automédication-là, est probablement associée. Je dis probablement parce qu'on est en train de faire des cas, d'étudier des cas actuellement, pour que d'ici la fin de cette épidémie, nous puissions affirmer le fait que l'automédication soit associée à la gravité de la dengue. Donc les gens essaient beaucoup de médicaments et finalement ils arrivent dans des tableaux très compliqués. L'automédication, notamment l'utilisation des feuilles, des décoctions et tout, ces complications sont associées au fait qu'il y a l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, le foie et les troubles du sang avec des saignements importants et tout. Donc voilà. Mais docteur, on parle en profane, hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent qui se posent la question. En quoi est-ce que prendre des feuilles de papaye, si ça ne marche pas, ça ne devrait rien gâter? Parce que pour nous, on se dit, bon, c'est naturel. Ça, au moins, vous n'êtes pas parti prendre des choses chimiques, donc ça devrait aller. Citron, papaye, bon, la plupart des gens se disent, bon, comme ça, au moins, c'est naturel, et on a dit que ça marche. Dans tous les cas, si ça n'a pas marché, ton corps va évacuer. Ça veut dire que les papayes, le corps ne peut quelquefois les feuilles de papaye ne peuvent pas évacuer quelquefois? Alors, j'ai un collègue qui est spécialisé sur cette question, avec qui je discute beaucoup. En fait, à l'état actuel, on n'a pas encore affirmé que ce soit les feuilles de papaye qui entraînent ces complications-là. Ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui prennent ces feuilles de papaye développent des formes compliquées. Alors, on se demande, voilà, j'ai un collègue qui est très spécialisé là-dessus, comme je le disais. Il y a des études scientifiques même qui ont prouvé que quand vous n'avez pas la dengue, quand vous n'avez pas le virus, et que vous utilisez les feuilles de papaye en période d'épidémie comme actuellement, et le virus n'arrive pas à se développer dans votre organisme. Ça, c'est connu. Pour quelqu'un qui n'a pas la dengue et qui prend, par exemple, certaines décoctions, scientifiquement, c'est prouvé que ces décoctions-là empêchent le virus de se développer même dans notre organisme. La question qui se pose dans l'épidémie actuelle, c'est quand vous avez la dengue, quelle est la forme de dengue que vous développez? Est-ce que vous développez une forme sévère ou non? Ça, vous ne le savez pas. Et donc, vous avez une maladie qui a atteint le système immunitaire, qui est en train de se propager dans votre organisme, qui probablement va attaquer vos organes vitaux comme le rein, le foie et bien d'autres organes. La maladie elle-même. Et pendant cette période, vous prenez des médicaments pour lesquels le dosage n'est pas maîtrisé. C'est comme quand vous avez le paludisme. Le médicament qui traite le paludisme, je prends simplement l'artesunate. Si vous prenez l'artesunate à l'excès, vous allez peut-être pouvoir vaincre les parasites dans votre corps, mais vous allez entraîner d'autres complications dans l'organisme.
Parce que tous ces médicaments sont évacués de notre organisme. Si vous avez la fièvre, vous faites 39 degrés, vous prenez 2 grammes de paracétamol tout de suite, au lieu de 1 gramme. Vous mettez en jeu votre foie. La fièvre va être résolue, mais vous fatiguez votre foie qui va développer d'autres complications. C'est la même chose pour la dengue. Vous avez une maladie qui est en train d'attaquer vos organes vitaux. Vous ne savez pas comment elle va se développer dans votre organisme. Vous prenez d'autres produits qui vont encore demander à être éliminés par vos organes vitaux, dont le rein et le foie. Donc vous mettez en jeu la maladie et ces produits-là. Et comme j'aime le dire toujours, le problème c'est que le dosage de ces produits-là n'est pas trop maîtrisé. Et leur utilisation, la fréquence et tout. Vous voyez par exemple, il y a des familles où vous avez les gens utilisent plusieurs feuilles à la fois. Ils font une association de feuilles de papaye, de citron, et une feuille assez amère chez nous là qui s'appelle le coron safna, je ne sais plus trop. Ils associent tout ça et ils font boire à tout le monde, même ceux qui ont la dengue. Vous voyez, donc la problématique de ces pathologies-là reste, et de ces décoctions-là, reste aussi la maîtrise de leur dose et surtout le contexte d'utilisation quand vous avez une maladie aussi inflammatoire comme la dengue que vous développez. C'est pour ça qu'on dit, nous on suggère toujours aux gens de faire des bilans sanguins, de savoir comment le rein se porte, comment le foie se porte, avant même toute médication. D'accord. Oui, juge Bougma. Oui, effectivement. Donc, là, on est dans la parenthèse dengue, qui effectivement est en train de créer aussi des soucis sur le plan des reins au niveau du Burkina Faso. Bon, par rapport d'ailleurs à cette recrudescence de la dengue, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est des moustiques. D'autres l'ont lié au lâcher de moustiques. Heureusement, vous êtes à Bobo, qui a eu lieu à Bana, d'ailleurs, dans la zone là-bas. Est-ce qu'il y a un lien véritablement? Absolument non. Le moustique qui a été lâché dans la nature pour vaincre les moustiques, l'anophèle femelle, responsable de la transmission du paludisme, il est complètement différent du moustique qui transmet la dengue. C'est 2 moustiques différents. Ces moustiques vivent dans notre contexte, en fait, chez nous, dans les pays sahéliens comme le nôtre là. Donc les moustiques qui ont été lâchés, l'objectif c'était des moustiques qui sont dirigés contre les moustiques qui transmettent le paludisme, l'anophèle femelle. Alors, et c'est dans le paludisme, ces moustiques-là, ce sont des parasites qui transmettent. Le paludisme, ce sont des parasites. Alors que la dengue, ce sont des virus. C'est complètement différent. Les moustiques de la dengue, c'est un moustique assez particulier. Je ne sais pas si vous avez été piqué par ce moustique. Il fait très mal à la piqûre. Il se distingue par sa rayure sur tout son corps. Et il a un fuseau, son bec où il pique, c'est très long et c'est très costaud. Donc du coup, c'est complètement différent. Donc dans la dengue, c'est les moustiques qui transmettent le virus, et dans le paludisme, c'est des parasites. C'est complètement 2 mondes différents. Alors, docteur, on parle de transplantation rénale. Pour pouvoir y arriver, on prévoit y arriver d'ici le début du premier semestre de 2024, mais il faudra passer par la phase du don d'organes. Le législateur était suffisamment avancé sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de la faisabilité même du don d'organes au Burkina? Alors, j'aimerais juste, Monsieur le Président, si vous permettez, terminer sur le sujet de la dengue pour dire il y a quand même des collègues qui ont beaucoup d'informations qu'ils partagent sur cette question d'utilisation des décoctions et tout, et on échange ensemble. Notre but, ce n'est pas de rejeter la médecine de chez nous, notre but c'est de protéger nos populations. Revenant sur la transplantation, je pense et je souhaite personnellement qu'en 2024 par exemple, on commence à greffer des gens ici chez nous. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a le ministère de la Santé qui s'active à la mise en place de toutes ces structures-là pour qu'on avance sur le projet. Je ne suis pas décideur à ce niveau, je parle juste de la question parce que je pense que ça peut aider à avancer sur cette question. Et je souhaite qu'effectivement on prenne le soin d'aller d'abord vers les populations, d'intégrer même au niveau donc de ces projets-là les
les leaders religieux, coutumiers, qui passent les messages. Parce que si vous n'avez pas pris la valeur, enfin, le côté anthropologique et social de la question, c'est pas évident. Dans nos sociétés, prendre l'organe chez quelqu'un et mettre chez une autre personne, c'est pas toujours compris et accepté. Mais d'ailleurs, on dit qu'il faut forcément que ce soit un membre de la famille. Oui, le don d'organe accepté, la loi votée chez nous, c'est un don familial. Donc c'est la loi qui le veut, mais pas des exigences scientifiques. Non, c'est la loi. Pour l'instant, c'est la loi burkinabé qui l'a décidé. D'abord, on a un seul type de don qui est validé au niveau de notre loi, c'est le don à donneur vivant. Vous savez, il y a deux types de dons. Il y a le don à donneur décédé et le don à donneur vivant. Par exemple, les États-Unis, ils font près de 46% de dons à donneurs décédés, 56% de dons à donneurs décédés, alors qu'ils font que 44% de dons à donneurs vivants. Donneur décédé, c'est-à-dire quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui est décédé et qui, au préalable, ou bien sa famille, avait donné l'autorisation que ces organes soient utilisés pour la science, pour la médecine ou pour sauver des malades. Donc, dès son décès, il y a des équipes qui sont préformées pour ça. On fait de la chirurgie pour prélever les organes qui sont encore vitaux avant le décès. Par exemple, il y a plein de malades qui peuvent décéder avec des reins qui fonctionnent bien ou le foie. Donc, on fait le prélèvement de ces organes vitaux et il y a toute une coordination au plan national ou régional pour que ces organes-là soient répartis selon une liste de priorités qui est aussi bien surveillée et régie par une organisation. Donc voilà. Donc le don qui est autorisé chez nous, c'est le don familial. Vous êtes de la même famille, vous pouvez faire le don. Voilà un peu ce qui est accepté pour le moment dans la loi et j'espère que les choses vont aller plus vite pour que toutes ces personnes-là qui attendent, tous ces jeunes-là qui sont en dialyse puissent avoir les chances d'être greffés, d'être transplantés un jour. Juge Fava. Lorsqu'on parle de la greffe, la transplantation, beaucoup disent aussi qu'il y a une question de, je ne vais pas dire probabilité, mais il y a une question de durée. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'on peut faire une greffe. Bon, puis 5 ans après, il faut le voir encore parce que je ne vais pas dire que ça n'a pas marché, mais ça n'a pas donné comme il fallait. C'est comme ça ou bien on se trompe? Oui, en fait, la durée d'un organe greffé, je reste sur le rein, la durée d'un rein greffé dépend prioritairement de la méthode utilisée pour greffer le malade. D'accord. Du traitement mis en place pour que l'organe soit accepté et de l'adhésion du malade au traitement. La durée de l'organe dépend de ça en priorité. Maintenant, au fil des années, vous savez qu'il y en a qui font la greffe rénale depuis peut-être 50 ans ou plus dans certains pays. Au fil des années, il y a des études scientifiques qui ont pu prouver, qui ont pu montrer la durée de vie de certains organes, notamment le rein. En moyenne, les reins greffés qui sont restés viables, en moyenne, c'est autour de entre 25 et 30 ans. On peut garder l'organe si tout est en ordre, si tout est bien suivi, entre 25 et 30 ans. Ça, c'est la moyenne. Mais vous trouverez des patients greffés qui ont leurs reins depuis plus de 30 ans ou plus, peut-être 40 ans ou plus. Donc tout cela dépend de comment le patient adhère au traitement, comment l'équipe médicale suit le patient, parce qu'il y a un suivi à vie. Okay. Et comment on réadapte les traitements reçus par le malade pour que le greffon en question puisse rester viable pendant très longtemps. En attendant que le Burkina n'y arrive dans quelques mois, est-ce qu'il y a des pays dans la sous-région qui déjà font la transplantation rénale? Oui, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pratique déjà la transplantation rénale. C'est d'ailleurs là-bas que nous avons eu la chance d'être formés initialement au cours de notre formation de spécialisation en néphrologie. Et donc a priori, c'est la Côte d'Ivoire que je connais dans la sous-région qui pratique vraiment ces gestes-là. Et c'est prioritairement la transplantation rénale. Et quand on reste en Afrique, il y a plusieurs autres pays? Oui, en Afrique, il y a plein de pays qui pratiquent, notamment les pays du Maghreb. Vous avez l'Égypte, qui d'ailleurs a des très bonnes équipes de transplantation. Vous avez la Tunisie, vous avez le Maroc, vous avez plein de pays qui pratiquent la transplantation. Comme je l'ai dit, dans ces pays, le défi reste le coût
Parce que jusqu'à présent, et c'est pour ça que les espoirs sont fixés sur ce projet de mise en place de la transplantation chez nous, jusqu'à présent, c'est les patients et leurs familles qui assurent la totalité des frais liés à la greffe quand ils doivent aller se faire greffer à l'extérieur. Je vous avoue que c'est quand même très coûteux. Oui. Alors, juge Bougma, 3 minutes d'antenne. Oui, vous dites que c'est très coûteux. En tout cas, c'est un projet ambitieux au niveau du ministère. On espère véritablement que ça puisse tenir parce que ça va permettre de sauver des vies. Quand on regarde la liste des personnes qui attendent en dialyse, il parle des listes d'attente. Il y en a qui sont déjà là, donc vous pouvez permettre à un nouveau patient de venir. Il y a un qui doit bouger. C'est vraiment pas simple. C'est des choses qui font droit dans le dos, froid dans le dos. Maintenant, il y a la question de la sensibilisation. Sur les questions alimentaires au niveau du Burkina, c'est une réalité. Bon, les fast-foods se multiplient. Pour ceux qui sont dans le domaine de la nutrition, ils disent que d'ici là, on aura des problèmes. Mais là, il y a moins de communication par rapport à la sensibilisation sur ces choses-là. Oui, effectivement, les habitudes des populations, surtout les habitudes alimentaires, sont en train de changer énormément. Il y a même des plats traditionnels qui ont tendance à disparaître au profit donc de ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez parlé des fast-food et tout. Tout le monde sait que dans tous les pays du monde où les gens sont allés à priorité sur ces fast-food, sur ces repas préparés de façon rapide qui sont riches en certaines matières nuisibles parfois pour la santé. Tout le monde sait que dans tous ces pays-là, le corollaire, c'était des maladies cardiovasculaires qui se sont développées, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques, l'insuffisance rénale et tout. Donc, c'est de dire aux gens que plus on fait, on se prévient en s'alimentant de façon saine, plus on peut prévenir donc ces maladies-là, notamment la maladie rénale. Mais, dernière réaction. Mais quand on parle de prévention, souvent, je pense qu'il y a la sensibilisation aussi nous concerne tous. Parce que très souvent, quand on parle du rein, vous parliez d'insuffisance rénale aiguë, chronique. Quand le patient lui-même il sait, c'est que c'est arrivé à un certain stade. Parce que c'est pas comme les autres examens qu'on fait naturellement, parce que l'on doute un peu. Le rein, souvent quand vous arrivez, c'est qu'il y a eu des complications qui ont amené le médecin à aller regarder. Et ça, c'est une réalité aussi. Oui, c'est pour ça que nous, personnellement, nous faisons de cette question-là notre lutte au quotidien. Parler, sensibiliser, informer les gens. Parce que je dis souvent à des collègues ou à des collaborateurs que si on attend les gens dans les hôpitaux, on ne pourra pas tous les traiter. Par exemple, ce que vous dites, moi, la suggestion que je fais généralement, j'ai dit, vous ne pouvez pas faire une année sans savoir comment vont vos reins. Il y en a même de façon globale, et ça je l'ai dit en invitant les gens dès aujourd'hui, il y en a même qui ne savent même pas qu'ils ont 2 reins. Vous savez, moi j'ai déjà eu un patient de 58 ans, et c'est à 58 ans qu'on a su qu'il avait un seul rein. Parce qu'il n'a jamais fait d'échographie, il dit que lui, depuis l'aîné, il est en bonne santé, parce qu'il n'est jamais allé à l'hôpital, ce qui est contradictoire. Donc c'est pour ça, moi j'invite tout le monde, tous ceux qui ne savent même pas qu'ils ont 2 reins, à aller faire simplement une échographie, pour au moins savoir qu'ils ont 2 reins, et que les 2 reins vont bien. Et chaque année, je suggère aux gens, à la population générale, de faire un bilan de santé minimal. La numération, les marqueurs du rein comme la créatinémie, l'urée et tout, même de faire simplement des tests urinaires. Nous, par exemple, en association, il nous arrive d'aller dans certains endroits, de faire des dépistages urinaires pour prévenir donc ces maladies. Et je vous avoue que plusieurs fois, on trouve des cas qui ont besoin d'être suivis, effectivement. Point final pour cette 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que le docteur Pascal Sanou, médecin néphrologue spécialiste en transplantation d'organes, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a notamment été question de la transplantation rénale qui sera bientôt une réalité au Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à la convocation, docteur. Merci, monsieur le président. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Une pensée spéciale à Joseph Yao. Et n'oubliez pas, ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous lundi pour une autre convocation.